Je me tenais à la réunion de famille, regardant mon frère Tyler se prélasser dans les éloges de nos parents tout en tenant la cour à propos de sa dernière entreprise. Mon succès dans l'immobilier est resté secret jusqu'à ce que Tyler découvre mes documents de portefeuille laissés accidentellement sur le comptoir de la cuisine. Tyler a explosé, criant que j'étais un fraudeur qui avait volé des opportunités à notre famille travailleuse. Alors que les parents se rassemblaient autour de l'agitation, je me suis préparé à révéler la vérité sur qui avait vraiment tout sacrifié. Quand mon oncle Frank a soudainement pris la parole avec une information qui allait briser toutes les suppositions dans la pièce. En grandissant dans notre maison de la banlieue de Minneapolis, j'ai appris très tôt qu'il y avait deux ensembles de règles. Un pour Tyler et un pour moi. Tyler avait 3 ans de plus, doté de la carrure athlétique de notre père et des traits fins de notre mère. Il était le quarterback vedette de Washington High, l'étudiant qui obtenait des A sans ouvrir un livre, le fils qui pouvait transformer les visages de nos parents juste par sa présence dans une pièce. J'étais Eric, le silencieux, celui qui s'asseyait à table en écoutant des comptes rendus détaillés du dernier match de Tyler tandis que mon bulletin parfait restait inaperçu à côté de mon assiette. Nos parents, Robert et Janet, n'étaient pas de mauvaises personnes. Ils vivaient juste dans un monde où Tyler était le soleil et où j'étais au mieux une étoile lointaine dont la lumière ne parvenait pas tout à fait. L'inégalité n'était pas subtile. Chaque été, à partir de l'âge de 12 ans, Tyler fréquentait des camps de sport d'élite. Le premier dont je me souviens coûtait $5 000 pour 2 semaines. Je connaissais le montant exact parce que j'avais entendu maman au téléphone avec grand-mère expliquer pourquoi ils avaient besoin d'emprunter de l'argent. Ce même été, j'ai demandé si je pouvais participer à un camp de programmation informatique au collège communautaire local. Il coûtait $300. Papa m'a ébouriffé les cheveux et a dit, peut-être l'année prochaine, champion. L'argent est serré avec l'entraînement de Tyler. L'année prochaine n'est jamais venue. Au lieu de ça, j'ai trouvé un travail à 14 ans, remplissant les étagères de Greenway Grocery pour le salaire minimum. Je me suis dit que j'étais responsable, mais en réalité, j'étais juste fatigué d'entendre pourquoi les opportunités de Tyler étaient des investissements alors que les miennes étaient des dépenses. Notre maison avait un seul ordinateur familial, un ordinateur de bureau Dell qui trônait dans le salon comme un sanctuaire. Tyler le monopolisait pour son « travail scolaire important », ce qui signifiait principalement Facebook et regarder des images de matchs. Quand j'en avais besoin pour de vrais devoirs, maman me tapotait l'épaule et disait « Tyler a ce grand projet à rendre. Tu comprends, n'est-ce pas, mon chéri? Tu es si doué pour te débrouiller tout seul. » Alors, je me suis débrouillé tout seul. La bibliothèque est devenue ma deuxième maison. Madame Chen, la bibliothécaire, a commencé à me réserver des créneaux horaires sur les ordinateurs. Elle n'a jamais demandé pourquoi un enfant d'une famille de classe moyenne aisée passait tous ses après-midi à la bibliothèque publique, mais son regard entendu disait qu'elle comprenait. C'est là, sur ces ordinateurs de bibliothèque obsolètes, que j'ai découvert quelque chose qui allait changer ma vie. J'avais commencé à faire des recherches sur les actions pour un projet d'économie, essayant juste de comprendre comment fonctionnaient les marchés. Mais quelque chose dans l'analyse des tendances, la compréhension de la valeur là où d'autres voyaient des déchets, la reconnaissance du potentiel dans ce qui était négligé, tout a cliqué pour moi. Peut-être parce que j'étais négligé, moi aussi. Pendant que Tyler dominait les terrains de football du vendredi soir, j'étais assis à la bibliothèque, étudiant les tendances du marché, lisant des articles sur les investissements immobiliers, apprenant les intérêts composés et l'effet de levier. Le véritable éveil est venu pendant ma dernière année de lycée. J'avais 17 ans, Tyler en avait 20, et était à mi-chemin de l'université d'État, se spécialisant en commerce parce que papa disait que ça ouvrirait des portes. Notre grand-mère était décédée 2 ans plus tôt, laissant sa petite maison à Tyler et à moi, à parts égales, dans son testament. Ce n'était pas grand-chose, une maison de 2 chambres à North Minneapolis valant peut-être $80 000, mais c'était la nôtre. La moitié à moi, en tout cas. Je suis rentré de l'école tôt un mardi de mars. J'avais terminé mes examens AP et j'avais la permission de quitter le campus. La maison aurait dû être vide, mais j'ai entendu des voix dans la cuisine. Maman et papa étaient penchés sur des papiers étalés sur la table, parlant de ce ton feutré que les adultes utilisent lorsqu'ils discutent d'argent qu'ils n'ont pas. Le programme de MBA à Wharton préparait Tyler pour la vie, disait papa. Avec sa personnalité et ses relations, il dirigerait une entreprise du Fortune 500 en 10 ans. Mais Robert, le coût, même avec des prêts, nous parlons d'un total de $300 000. Et la maison de mère ? A demandé papa. Elle ne sert à rien.
Si nous la vendons, c'est au moins 80 000 pour son éducation. Mon cœur s'est arrêté. Je suis resté figé dans le couloir, mon sac à dos glissant de mon épaule. Maman a soupiré. Et la part d'Éric ? Éric ne s'en souciera pas, a-t-elle dit. Et ces 3 mots se sont gravés dans ma mémoire. Il n'a jamais été ambitieux en matière d'argent comme Tyler. Il est pratique. Il comprendra que c'est pour l'avenir de la famille. Nous pourrions lui dire que nous l'investissons pour eux deux, a ajouté papa. Le succès de Tyler profitera à tout le monde à terme. Je suis sorti de la maison en silence, mon esprit s'emballant. Il prévoyait de vendre mon héritage, mon seul bien, sans même me demander. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce que j'étais si invisible pour eux que mes rêves, mon avenir, mon consentement, ne comptaient même pas comme nécessaires. Ce soir-là, au dîner, pendant que Tyler appelait de l'université pour se vanter d'être sur la liste du doyen avec une moyenne de 2,8 que maman insistait être, très bonne compte tenu de sa charge de cours, j'ai pris une décision. Je ne les combattrai pas. Je ne m'en dirai pas la reconnaissance. Je deviendrai si discrètement prospère que lorsque cela serait finalement révélé, ce serait indéniable. Mais d'abord, je devais protéger ce qui était à moi sans qu'ils sachent que je connaissais leur plan. 2 semaines après avoir entendu le plan de mes parents, j'ai pris le bus pour le centre-ville de Minneapolis et je suis entré dans le bureau d'un avocat spécialisé en immobilier. Monsieur Peterson a eu l'air confus lorsqu'un jeune de 17 ans en costume de seconde main a posé des questions sur la protection des droits de propriété hérités, mais il a écouté. Lorsque j'ai expliqué ma situation, son expression est passée du scepticisme à quelque chose comme de la pitié mêlée de respect. Vous pouvez intenter une action en partage s'ils essaient de vendre sans votre consentement, a-t-il dit. Mais cela signifierait poursuivre votre famille en justice. Y a-t-il un autre moyen ? Quelque chose qui ne détruit pas ma famille, mais qui protège mes intérêts. Il m'a étudié pendant un long moment. Vous pourriez enregistrer un intérêt formel dans la propriété, ce qui rendrait plus difficile pour eux de vendre sans votre signature. Mais Éric, ce genre de dynamique familiale, ça s'améliore rarement tout seul. J'ai payé ses frais de consultation avec 3 semaines de salaire de l'épicerie et j'ai déposé les papiers cet après-midi-là. Puis je suis retourné à être invisible. Mais maintenant, j'étais invisible avec un but. À 22 ans, j'étais un fantôme vivant 3 vies. Pendant la journée, je travaillais dans un entrepôt, chargeant des camions, commençant à 4 heures du matin. Les soirées signifiaient tenir le comptoir d'un café ouvert 24h24 au centre-ville de 18h à minuit. Les week-ends appartenaient aux travaux de bricolage, réparant tout ce qui avait besoin d'être réparé pour quiconque voulait bien payer. Tyler avait obtenu son diplôme à ce moment-là, grâce aux économies de retraite de nos parents et à une poignée de prêts qu'ils avaient co-signés. Son voyage de fin d'études en Europe a coûté 23 000 $, une « opportunité de réseautage nécessaire », selon papa. Maman a posté des centaines de photos sur Facebook, rayonnant de fierté. Quand des parents demandaient mes projets après le collège communautaire, elle disait que je me cherchais. Un code pour « ne vaut pas la peine d'en discuter ». Je ne me cherchais pas. Je me construisais. Un jour épuisant à la fois. Ma chance est venue grâce à Marcus Washington, un entrepreneur qui achetait régulièrement du café pendant mes quarts de nuit. Il avait 62 ans, bâti comme un secondeur qui s'était un peu empâté, avec des mains qui racontaient 40 ans de construction. Un soir, il m'a remarqué en train de lire un livre sur l'investissement immobilier entre 2 clients. « Tu comprends vraiment ces bêtises ?» a-t-il demandé en hochant la tête vers le livre. « Ce ne sont pas des bêtises si on sait comment les appliquer », ai-je répondu, trop fatigué pour être poli. Il a ri, un grondement profond qui a rempli le magasin vide. « Gamin, tu connais quelque chose au vrai bâtiment ou juste au papier sur lequel ils sont imprimés ?» Cette conversation a mené à un partenariat qui allait tout changer. Marcus avait besoin de jeunes musclés, de quelqu'un qui pouvait naviguer dans la technologie moderne. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait la construction des fondations au toit. Nous avons conclu un accord. Je travaillerai pour lui gratuitement le week-end en échange de l'apprentissage du métier. « Pourquoi gratuitement ?» a-t-il demandé, méfiant. « Parce que ce que vous m'apprenez vaut plus que de l'argent, » ai-je dit. Plus tard, bien plus tard, il m'a dit que cette réponse l'avait convaincu que j'étais sérieux. 6 mois après le début de notre arrangement, Marcus m'a confié un secret. La ville organisait des ventes aux enchères mensuelles de propriétés condamnées. La plupart partaient pour une bouchée de pain car personne ne voulait s'occuper des coûts de rénovation et des violations de code.
Mais si on connaissait la construction, si on pouvait faire le travail soi-même, si on avait la patience d'un saint et l'entêtement d'une mule, on pouvait transformer ces désastres en or. Ma première propriété était un cauchemar sur la 31e rue. Le toit s'était partiellement effondré, des squatteurs avaient volé la tuyauterie en cuivre, et les fondations avaient des fissures où l'on pouvait passer la main. La ville voulait s'en débarrasser. Je l'ai acheté pour $8 000. Chaque centime que j'avais économisé en 2 ans. Tu es fou, a dit Marcus en la voyant. Puis il a souri. Mettons-nous au travail. Nous avons passé 6 mois sur cette maison. Chaque moment non passé à mes emplois rémunérés était consacré à la rénovation. J'ai appris à couler du béton, à monter des murs, à installer des lignes électriques, à souder des tuyaux en cuivre. Mes mains sont passées de douce à calleuse, puis à du cuir. Je dormais dans ma voiture la plupart des nuits, une Honda Civic de 20 ans que j'avais achetée pour $1 500 en espèces, garée entre les chantiers pour gagner du temps et de l'essence. Pendant ce temps, Tyler vivait sa meilleure vie dans un appartement de luxe au centre-ville, travaillant dans une petite société d'investissement appartenant à un ami de golf de papa. Son Instagram montrait des apéritifs hebdomadaires, des week-ends à Vegas, une nouvelle BMW qui est apparue un jour avec la légende « Le travail acharné paie ». Maman a commenté avec des émojis de cœur. Papa a posté sur son fils qui réussit, l'avenir des affaires américaines. Puis Tyler a accidenté la BMW. Conduite en état d'ivresse sur l'Interstate 94 à 2 heures du matin, bien que d'une manière ou d'une autre, le rapport de police ait été enterré et les accusations réduites à une conduite imprudente. La voiture était une perte totale. Tyler s'en est sorti sans une égratignure, ce que maman a appelé un « miracle » en serrant son verre de vin avec des mains tremblantes. Le vrai miracle du point de vue de Tyler, c'est la rapidité avec laquelle une nouvelle BMW est apparue dans le parking de son appartement. $45 000 se sont matérialisés de quelque part. J'ai su exactement d'où quand j'ai essayé d'accéder à mes obligations d'études, celles que grand-mère m'avait achetées à chaque anniversaire depuis ma naissance. La directrice de la banque a eu l'air confuse. Celles-ci ont été encaissées il y a 6 mois, a-t-elle dit en me montrant les papiers. Vos parents sont inscrits comme gardiens. Ils avaient le droit légal jusqu'à vos 25 ans. $30 000 partis. Pas volés techniquement, juste redirigés vers les besoins de Tyler, qui avait toujours été plus important que mes rêves. Je suis resté assis dans ma voiture devant cette banque pendant 1 heure, moteur éteint pour économiser de l'essence, regardant la lettre de refus pour un prêt immobilier sur lequel je comptais ses obligations. Le propriétaire voulait une vente rapide, 10% d'acompte avant vendredi, où il passerait à l'acheteur suivant. J'avais 72 heures pour trouver $30 000 ou perdre l'affaire qui aurait pu tout lancer plus rapidement. C'est là que j'ai appris à quoi ressemblait la créativité désespérée. J'ai travaillé 3 doubles quarts, vendu tout ce que je possédais sauf mes outils et mes vêtements de travail, pris un prêt à taux d'intérêt élevé dans un magasin de chèques qui aurait fait pleurer mon professeur d'économie, et emprunté le reste au fonds de retraite de Marcus avec la promesse de rembourser le double en 18 mois. Tu n'es pas obligé de faire ça, a dit Marcus en rédigeant le chèque. Cette famille à toi, ils vont continuer à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est pourquoi je dois le faire, ai-je dit. Parce qu'un jour, j'aurai tellement que leur prise n'aura plus d'importance. J'ai conclu cette affaire. J'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant 18 mois pour rembourser Marcus avec intérêt. J'ai manqué ma propre cérémonie de remise de diplôme parce que j'installais des fenêtres. J'ai manqué Noël parce que des tuyaux ont éclaté dans un logement locatif. J'ai manqué la fête de fiançailles de Tyler parce que je négociais mon 5e achat immobilier. Chaque propriété m'a appris quelque chose de nouveau. La première concernait la survie. La deuxième, les systèmes. La troisième, la mise à l'échelle. À la 4e, j'ai compris que l'immobilier n'était pas seulement une question de bâtiment. C'était de voir de la valeur là où les autres voyaient des problèmes. De transformation patiente. De construire quelque chose de substantiel pendant que tout le monde regardait autre chose. 3 ans après cette première maison condamnée, je possédais 4 propriétés locatives et une petite rénovation en cours. Mon portefeuille avait l'air impressionnant sur le papier, valant près de $800 000. Mais la réalité était plus complexe. Tout était endetté au maximum. Un mauvais mois, une réparation majeure que je ne pouvais pas gérer, un locataire qui cessait de payer, et tout le château de cartes s'effondrerait. Je vivais comme si je gagnais encore le salaire minimum, car après les paiements hypothécaires, les assurances, l'entretien et les impôts, c'était essentiellement le cas.
Mon appartement était un studio au-dessus d'une de mes propriétés, 500 pieds carrés que j'avais rénové moi-même. Mes meubles provenaient de locataires qui les avaient abandonnés. Je portais les 5 mêmes chemises en rotation, toutes achetées chez Goodwill. Chaque dollar qui n'allait pas à la survie de base retournait dans les propriétés. Sandra n'a pas compris au début. Nous nous étions rencontrés au café pendant l'un de mes quarts de nuit. C'était une étudiante en soins infirmiers qui faisait aussi des nuits blanches, et nous nous sommes liés par une fatigue partagée et des rêves de quelque chose de mieux. Elle avait ce rire qui pouvait faire passer une journée de 16 heures pour quelque chose de valable, et des yeux qui voyaient à travers le mur que j'avais construit autour de moi. Pendant 6 mois, nous avons été heureux. Elle ne se souciait pas que nos rendez-vous soient des pique-niques dans le parc avec des sandwichs que j'avais faits ou des promenades autour du lac qui ne coûtaient rien. Elle disait qu'elle aimait mon ambition, ma motivation, la façon dont je pouvais regarder quelque chose de cassé et voir ce que ça pouvait devenir. Mais ensuite est venue la nuit de son 26e anniversaire. J'avais promis de l'emmener dans un endroit spécial, j'avais économisé pendant 2 mois pour me permettre un vrai restaurant, le genre avec des serviettes en tissu et plusieurs fourchettes. Elle portait une robe bleue qui la faisait ressembler à tout ce vers quoi je pensais travailler. Puis mon téléphone a sonné. De l'eau coulait du plafond de l'unité 3 sur Washington Avenue. La canalisation de l'étage supérieur avait éclaté et mon gestionnaire immobilier, qui n'était en réalité que moi avec un autre numéro de téléphone, devait s'en occuper immédiatement ou faire face à des milliers de dollars de dégâts. J'ai regardé Sandra assise en face de moi, la lumière des bougies se reflétant dans ses yeux, et j'ai fait un choix qui me hante encore. Je dois y aller, ai-je dit. Je suis vraiment désolé. C'est une urgence. Quel genre d'urgence, a-t-elle demandé, bien que son ton suggéra qu'elle le savait déjà. Des problèmes de travail. Un problème de tuyauterie. Si je ne m'en occupe pas maintenant, ça pourrait tout me coûter. Elle a posé son verre de vin avec précaution. Trop de précaution. Eric, qu'est-ce que tout? Tu ne me dis pas ce que tu fais réellement. Tu disparais constamment. Tu vis comme si tu étais fauché mais tu travailles comme si tu construisais un empire. Que suis-je pour toi? Je voulais tout lui dire alors, sur les propriétés, le plan, l'avenir que je construisais et qui pourrait nous inclure. Mais des années à garder des secrets, à protéger mes progrès de l'ingérence inévitable de ma famille, m'avaient rendu expert pour ne rien dire. Je ne peux pas expliquer pour le moment, ai-je dit, mais je te promets qu'un jour tout aura un sens. Elle s'est levée, a pris son sac à main et m'a regardé avec une tristesse qui l'a vieilli de 10 ans. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui est obsédé par quelque chose qu'il ne veut même pas partager avec moi, a-t-elle dit. Bonne chance avec ton tuyau, Eric. Bonne chance avec tout ce que tu penses être plus important que nous. Elle est sortie, me laissant avec l'addition d'un dîner que nous ne finirions jamais et un trou dans la poitrine qu'aucun succès ne pourrait combler. J'ai jeté de l'argent sur la table et j'ai conduit jusqu'à Washington Avenue où j'ai passé les 6 heures suivantes à arrêter les dégâts des eaux et à faire des réparations d'urgence. À 3 heures du matin, couvert de poussière de plâtre et de regrets, j'ai finalement compris ce que Marcus avait essayé de me dire sur le prix de garder tout le monde à distance. 2 semaines plus tard, Tyler a annoncé sa promotion au poste d'analyste principal dans son entreprise. Le dîner familial pour célébrer a ressemblé à un festin médiéval en son honneur. Maman a fait son rôti de bœuf préféré avec ses petites pommes de terre qu'il aimait. Papa a ouvert une bouteille de vin qui coûtait plus que mon budget alimentaire hebdomadaire. Des parents ont appelé pour le féliciter. Tyler se fait vraiment un nom, a dit tante Catherine, rayonnant sur mon frère comme s'il avait guéri le cancer. 28 ans et déjà cadre supérieur. Eh bien, vous savez ce qu'on dit, a répondu Tyler avec ce sourire étudié qui lui avait ouvert toutes les portes de sa vie. La crème remonte à la surface. Et toi, Eric, a demandé oncle Frank depuis son coin de la salle à manger. Il avait toujours été le silencieux lors des réunions de famille, observant plus que participant. Bob dit que tu fais des travaux d'entretien. Avant que je ne puisse répondre, papa est intervenu. Eric se cherche. Il a toujours été plus un homme de terrain. Tout le monde n'est pas fait pour le monde de l'entreprise. Il n'y a rien de mal avec un travail honnête, a ajouté rapidement maman. De la manière dont on défendrait un enfant qui serait arrivé dernier au concours de sciences. Eric est très fiable. Fiable, comme un bon camion ou une machine à laver. J'ai hoché la tête et j'ai souri et j'ai mangé mon rôti de bœuf pendant que Tyler régalait tout le monde d'histoires sur ses brillantes stratégies d'investissement et ses clients importants. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail. Personne ne l'a jamais fait.
Ce soir-là, cependant, oncle Frank m'a acculé dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Une autre tâche invisible d'Eric qui semblait juste se produire. Tu sais, je possède quelques bâtiments au centre-ville, a-t-il dit nonchalamment. Je cherche toujours de bonnes personnes pour l'entretien. Ça t'intéresse? Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois. Derrière ses lunettes de comptable et son attitude tranquille se cachait quelque chose de vif, de calculateur. Quel genre d'entretien, ai-je demandé? Le genre qui se produit à des heures indues et qui nécessite de la discrétion, a-t-il dit. Le genre qui paie en espèces et ne pose pas de questions sur tes autres entreprises. Il savait, d'une manière ou d'une autre. Frank savait. Ça pourrait m'intéresser, ai-je dit prudemment. Bien. Commence lundi, 4 heures du matin. Apporte tes outils. Il a commencé à partir, puis s'est retourné. Eric, quoi que tu construises, construis-le plus vite. Cette famille a une façon de dévorer ses jeunes quand ils sentent un succès qui n'est pas venu par les canaux appropriés. Un mois après avoir commencé à travailler pour Frank, Marcus a eu une crise cardiaque. C'est arrivé sur un chantier, en plein milieu de la construction d'une salle de bain. Un instant, il m'apprenait les murs porteurs. L'instant d'après, il était par terre, se tenant la poitrine. Le trajet en ambulance, l'opération, les 3 jours aux soins intensifs où nous ne savions pas s'il s'en sortirait. Tout s'est brouillé. Je suis resté à l'hôpital, gérant à la fois ses projets et les miens, fonctionnant au café et à la détermination. Sa femme, Gloria, était assise à côté de son lit, lui tenant la main et priant en chuchotant. Quand Marcus s'est finalement réveillé, la première chose qu'il a dite a été « As-tu terminé la salle de bain des Jensen ?» Chaque carreau, les jeux assurés. Jointez moi-même. Madame Jensen a dit que c'était le meilleur travail qu'elle ait vu. Il a serré ma main, faible mais chaude. Bon garçon, bon fils. Gloria m'a regardé alors avec des larmes dans les yeux. Il parle de toi tout le temps, a-t-elle dit. Plus qu'il ne parle de nos propres enfants. Il dit que tu es le seul qui a vraiment écouté, qui voulait vraiment apprendre. Nos enfants, ils ne voulaient que l'argent, jamais le savoir. Marcus n'a pas pu travailler pendant 6 mois. J'ai repris tous ces projets tout en maintenant mes propres propriétés, ce qui signifiait travailler 18 à 20 heures par jour. J'ai développé un système. Travaux de construction de 4 heures à midi. Entretien des propriétés de midi à 18 heures. Appel d'urgence et paperasse de 18 heures à minuit. Sommeil de minuit à 3h30. Répétez. Mon corps a commencé à lâcher. J'ai perdu 30 livres que je n'avais pas à perdre. J'ai développé un tremblement dans la main gauche à cause de l'épuisement. Je me suis endormi debout à un feu rouge et je me suis réveillé au son de klaxons en colère. Mais j'ai continué parce que s'arrêter signifiait échouer Marcus, perdre des propriétés, prouver à ma famille qu'ils avaient raison sur mon manque d'ambition. Le plus près que je suis arrivé de l'effondrement, c'était un jeudi de novembre. J'étais éveillé depuis 41 heures d'affilée, m'occupant d'une panne de chaudière, d'une fenêtre cassée et d'un locataire qui avait décidé de lancer un élevage de chiens illégal dans son logement. Je conduisais entre les propriétés quand je les ai vus. Tyler et mes parents sortant du Capitol Grill au centre-ville, riant d'une blague partagée. Tyler portait un costume qui coûtait probablement $3000. Maman portait des bijoux que je n'avais jamais vus auparavant. Papa avait l'air fier, prospère, comme un homme dont les investissements avaient porté leurs fruits. Ils se sont dirigés vers la nouvelle BMW de Tyler, un remplacement pour le remplacement, et sont partis sans jamais me remarquer, garés de l'autre côté de la rue dans ma Honda déglinguée couverte d'enduits à joints et de défaites. C'est alors que mon téléphone a sonné. Le numéro de Gloria. Marcus veut te voir, a-t-elle dit. Il dit que c'est important. J'ai trouvé Marcus dans son atelier, dessinant des plans de bâtiments malgré les ordres du médecin de se reposer. Assieds-toi avant de tomber, a-t-il ordonné. Tu as une mine de déterré. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu te tues à essayer de prouver quelque chose à des gens qui ne regardent pas, il a poussé un dossier sur la table. Alors, arrête de prouver et commence à construire pour de vrai. Le dossier contenait un accord de partenariat. Marcus m'offrait 50% de son entreprise de construction et l'accès à ses contacts commerciaux en échange d'un apport que je ne pouvais pas me permettre et de la promesse d'arrêter d'essayer de tout faire seul. Je n'ai pas ce genre d'argent, ai-je dit. Alors trouve-le, emprunte-le, vole-le s'il le faut.
Mais Eric, si tu continues comme ça, seul, en secret, tu seras mort avant que quiconque sache ce que tu as construit. 3 jours plus tard, en recherchant des options de financement créatives à la bibliothèque, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. La société d'investissement de Tyler était citée dans une enquête fédérale pour fraude sur les valeurs mobilières. Rien de prouvé pour l'instant, juste des questions sur des fonds de clients manquants et des schémas de trading suspects. Le nom de Tyler ne figurait pas dans les documents publics, mais je savais que sa position le mettrait en plein milieu de l'affaire. Pendant 24 heures, j'ai tenu cette information comme une arme chargée. Je pouvais le détruire d'un simple tuyau anonyme au bon journaliste. Je pouvais enfin équilibrer la balance, le voir tout perdre comme j'avais perdu mes fonds d'études, mes obligations, la reconnaissance de ma famille. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose que Sandra avait dit avant de partir. Quoi que tu construises, Eric, assure-toi que ce n'est pas seulement construit sur la colère. La colère finit par tout brûler, y compris toi. J'ai supprimé les fichiers, détruit les pages imprimées, et je suis retourné au travail. Non pas parce que Tyler méritait une protection, mais parce que je méritais de construire quelque chose qui ne soit pas fondé sur la destruction de quelqu'un d'autre. 2 mois plus tard, lors d'un dîner de famille de routine, Tyler a mentionné nonchalamment qu'il avait changé d'entreprise. Une meilleure opportunité, a-t-il dit. Plus de potentiel de croissance. Papa a levé son verre pour porter un toast au succès continu de Tyler. Maman a parlé de sa fierté pour son sens des affaires. J'ai mangé mon poulet et je n'ai rien dit, mais j'ai remarqué qu'oncle Frank me regardait, hochant légèrement la tête comme s'il savait exactement ce que j'avais choisi de ne pas faire. Ce soir-là, Frank m'a glissé un chèque de 50 000 $. Pas seul, a-t-il dit quand j'ai essayé de refuser. Un investissement. Je t'observe depuis 3 ans, Eric. Tu aurais pu réduire toute cette famille en cendres une douzaine de fois, mais tu ne l'as pas fait. C'est le genre de caractère sur lequel je parie. Pourquoi, ai-je demandé. Parce qu'il y a 40 ans, j'étais toi. Le fils invisible construisant dans l'ombre pendant que mon frère doré avait tout. Je sais ce que ça coûte. Je sais aussi ce que ça vaut quand on sort enfin de l'ombre. L'intervention a eu lieu un mardi soir d'avril, 6 mois après que l'investissement de Frank eut transformé mon opération de survie en croissance stratégique. J'aurais dû le voir venir quand maman a appelé pour insister pour que je vienne dîner, sa voix portant cette légèreté forcée qui signifiait des ennuis. Je suis entré dans ma maison d'enfance pour trouver Tyler, maman et papa disposés dans le salon comme un tribunal. Tyler était assis dans le fauteuil en cuir de papa, celui dans lequel je n'avais jamais eu le droit de m'asseoir, tenant un dossier en papier craft comme un procureur avec des preuves. « Assieds-toi, Eric, a dit papa, utilisant sa voix de père déçu, celle habituellement réservée aux rares moments d'échec visibles de Tyler. « De quoi s'agit-il, ai-je demandé, bien que l'expression suffisante de Tyler me dise tout. « Il s'agit de tes activités illégales, a dit Tyler, ouvrant le dossier avec une touche théâtrale. J'ai fait des recherches et ce que j'ai trouvé est profondément préoccupant. À l'intérieur se trouvaient des impressions de registres de propriété, toutes des informations publiques montrant mon nom sur des actes de propriété à travers Minneapolis. Tyler avait surligné les prix d'achat et les dates, ajoutant des notes manuscrites sur des schémas suspects et un financement impossible. Maman pleurait déjà, serrant des mouchoirs comme des chapelets. Eric, mon chéri, nous voulons juste t'aider. Dans quoi que tu te sois fourré, nous pouvons le régler ensemble. Vous dites que je suis quoi exactement? Ai-je demandé en regardant directement Tyler. Je dis qu'il n'y a aucun moyen légal pour un agent d'entretien d'acquérir 8 propriétés d'une valeur de plus de 2 millions de $, a dit Tyler. Soit tu fais du trafic de drogue, soit tu blanchis de l'argent, soit tu diriges une sorte d'escroquerie. Papa s'est penché en avant, son visage d'homme d'affaires. Fils, nous avons contacté un avocat. Si tu te confesses maintenant, nous pouvons minimiser les dégâts, protéger le nom de la famille. Le nom de la famille? Celui que je n'avais jamais été assez important pour porter auparavant. Vous êtes allé voir un avocat? Ai-je demandé, avant de me parler. Nous devions nous protéger, a dit maman. La carrière de Tyler pourrait être affectée si tu es impliqué dans quelque chose de criminel. La carrière de Tyler. Même dans ma supposée crise criminelle, il s'agissait toujours de Tyler. Montrez-leur, ai-je dit doucement. Nous montrer quoi, a demandé papa. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application de comptabilité. 5 ans de registre méticuleux. Chaque achat,
chaque rénovation, chaque contrat de location, chaque paiement d'impôt, chaque document légal pour chaque propriété. J'ai posé le téléphone sur la table basse. J'ai commencé à acheter des propriétés en difficulté il y a 5 ans. J'ai travaillé 20 heures par jour entre la construction, l'entretien et la gestion immobilière. J'ai vécu dans ma voiture pendant 1 an pour économiser de l'argent. Je n'ai pas pris de vacances, je ne suis pas allé au cinéma, je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements en 5 ans. Chaque centime retourne dans l'entreprise. Tyler a attrapé le téléphone, faisant défiler frénétiquement les chiffres. Son visage est passé de suffisant à confus, puis en colère alors que la vérité devenait indéniable. « C'est impossible », a-t-il dit. « Où as-tu trouvé le capital initial ? J'ai économisé chaque centime de 3 emplois, j'ai acheté ma première propriété lors d'une vente aux enchères fiscales pour $8 000, je l'ai rénovée moi-même, je l'ai louée, j'ai utilisé les revenus pour le prochain acompte. » Répété 50 fois. Tout seul, a demandé maman, sa voix faible. Non. Marcus Washington m'a appris la construction. Oncle Frank m'a donné du travail et a finalement investi. Gloria Washington m'a aidé avec les livres. Madame Chin à la bibliothèque m'a laissé utiliser leurs ordinateurs pour des recherches quand vous pensiez tous que je perdais mon temps. Oncle Frank a investi en toi ? La voix de Tyler a craqué. Il m'a dit qu'il n'investissait pas dans les entreprises familiales. Il investit dans les gens qui travaillent pour ça, ai-je dit, pas dans les gens qui s'y attendent. Papa s'est levé, faisant les 100 pas maintenant, son monde se réorganisant. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Nous aurions pu t'aider. J'ai ri, amer et sec. Aider ? Comme vous avez aidé avec mon fonds d'études qui est allé à la BMW de Tyler ? Comme vous avez aidé avec la maison de grand-mère que vous prévoyiez de vendre pour le MBA de Tyler ? Maman a halté. Comment savais-tu ça ? Je vous ai entendu. Il y a 5 ans, prévoyant de vendre mon héritage sans même me demander. Parce que, qu'est-ce que vous avez dit, maman ? Eric n'a jamais été ambitieux en matière d'argent comme Tyler. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père, celle dont Tyler hériterait parce qu'il était le fils aîné. C'était différent, a finalement dit papa. Tyler avait des opportunités. Tu travaillais juste dans la vente au détail. J'avais 17 ans, ai-je dit. 17 ans est déjà assez invisible pour que voler mon héritage ne nécessite même pas une conversation. Tyler a claqué sa main sur la table basse. Tu déformes tout. Nous investissions dans l'avenir de la famille. Mon succès aurait profité à tout le monde. Ton succès ? J'ai sorti un autre téléphone, mon téléphone professionnel, et je leur ai montré un autre écran. Ceci vient du site de la Commission des valeurs mobilières. Ton ancienne entreprise fait l'objet d'une enquête pour fraude. Tu n'es pas listé parce que tu es parti juste à temps. Probablement avec l'aide d'un ami de papa, mais nous savons tous les deux que tu étais impliqué jusqu'au cou. Tyler est devenu blanc. Maman l'a regardé avec horreur. Papa s'est affaissé sur le canapé. J'aurais pu te détruire il y a 6 mois, ai-je continué. Un tuyau anonyme et ta carrière serait terminée. Mais je ne l'ai pas fait, car contrairement à toi, je n'ai pas besoin de rabaisser les autres pour me construire. Espèce de petit prétentieux. Tyler a commencé à se lever, les poings serrés. Assieds-toi. La voix de Frank est venue de l'embrasure de la porte. Aucun de nous ne l'avait entendu arriver. Derrière lui se trouvait Gloria Washington, Marcus, toujours en convalescence mais mobile, et, étonnamment, tante Catherine. Frank, a balbutié maman. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis ici parce que Gloria m'a appelé. Elle a dit qu'Eric était pris en embuscade par sa propre famille et qu'il pourrait avoir besoin de renfort. Il est entré dans la pièce comme s'il en était le propriétaire, ce qui, compte tenu de sa fortune, aurait pratiquement pu être le cas. Gloria est allée directement vers moi, posant une main protectrice sur mon épaule. Ce garçon s'est presque tué au travail, maintenant en vit l'entreprise de mon mari pendant que Marcus se remettait. Il n'a jamais demandé de paiement supplémentaire. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais utilisé ça comme un levier. Il a juste fait ce qui devait être fait. Marcus, s'appuyant sur sa canne, a regardé mes parents avec dégoût. Ça fait 5 ans que je regarde ce gamin mettre toute son âme à construire quelque chose à partir de rien. Pendant ce temps, vous êtes là à financer les entreprises ratées de celui-là avec de l'argent volé à l'avenir d'Eric. Voler est un mot fort, a protesté papa.
Comment appelleriez-vous le fait de prendre 30 000 en obligations destinées à un fils et de les donner à un autre, a demandé tante Catherine. J'ai aussi suivi, Robert. Tu veux savoir le total que tu as donné à Tyler au fil des ans par rapport à ce que tu as donné à Eric? Tyler s'est levé. Son visage rouge. C'est ridicule. J'ai mérité tout ce que j'ai. Je suis allé à l'université, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai utilisé mes relations. Travailler tes relations, a répété Frank. C'est une façon intéressante de décrire le fait d'obtenir des emplois grâce aux amis de papa, des informations d'initiés pour des transactions, et des sauvetages à chaque fois que tu échouais. Au moins, je ne me suis pas caché dans l'ombre comme un rat, a rétorqué Tyler. C'est là que Gloria a surpris tout le monde. Elle a sorti un iPad et a lancé une vidéo. C'était des images de sécurité d'un des bâtiments de Frank, daté d'il y a 3 ans. J'étais là, à 4 heures du matin, en train de nettoyer les toilettes. L'horodatage a sauté. 5 heures du matin, réparant une porte cassée. 6 heures du matin, rebouchant des cloisons sèches. 7 heures du matin, me dirigeant vers mon travail de jour à l'entrepôt. Tous les matins pendant 2 ans, a dit Gloria, ce rat, comme vous l'appelez, travaillait des journées de 18 heures. Pas de plainte, pas de raccourci, pas d'excuses. Elle a glissé vers une autre vidéo. Moi, donnant de l'argent à un ancien combattant sans abri devant une de mes propriétés. Un autre glissement. Moi, apprenant à un enfant de locataire comment réparer un vélo. Un autre, moi, livrant des courses à une locataire âgée qui ne pouvait pas quitter son appartement. Où as-tu eu ça, ai-je demandé, stupéfait. Les bâtiments de Frank ont une sécurité étendue, a dit Gloria. Il m'a demandé de compiler des images lorsqu'il a décidé d'investir en toi. Il voulait s'assurer que tu étais bien la personne que tu semblais être. Maman pleurait à nouveau, mais différemment maintenant. Nous ne savions pas, Eric. Nous ne savions rien de tout ça. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé, a dit Marcus. Trop occupé à célébrer chaque souffle que prenait ce Golden Boy là-bas. Le téléphone de Tyler a sonné. Il l'a regardé, puis est devenu pâle. Je dois prendre cet appel, a-t-il marmonné en sortant de la pièce. Nous pouvions entendre sa voix élevée depuis le couloir. Des phrases comme « c'est impossible » et « j'ai besoin de plus de temps » filtraient. Quand il est revenu, sa bravade antérieure s'était évaporée. « J'ai besoin d'emprunter de l'argent » a-t-il dit doucement. Papa s'est levé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Juste des problèmes d'investissement. Un appel de marge. Ça va. J'ai juste besoin d'environ 50 000 pour couvrir ça temporairement. 50 000, a haleté maman. Tyler, qu'as-tu fait? Ce n'est rien. Juste de la volatilité du marché. Mais si je ne le couvre pas d'ici demain, je pourrais perdre ma licence. Tout le monde s'est tourné vers moi. La seule personne dans la pièce qui pouvait immédiatement rédiger ce chèque. Non, ai-je dit simplement. Eric, s'il te plaît. La voix de Tyler a craqué. Je sais que nous avons une eau différente, mais je suis ton frère. Tu as raison, ai-je dit. Tu es mon frère, c'est pourquoi je vais t'offrir quelque chose de mieux qu'un sauvetage. Je me suis levé, sortant mon carnet de chèques professionnel. Je couvrirai ton appel de marge, mais pas comme un cadeau ou un prêt, comme le paiement d'une année de travail. Tu vas travailler pour moi, apprendre la vraie construction, la vraie gestion immobilière, la vraie création d'entreprise, 40 heures par semaine minimum, en commençant par le bas. Tyler a ri, dur et incrédule. Tu veux que je travaille dans la construction pour toi? Je veux que tu apprennes ce que signifie vraiment gagner quelque chose, ai-je dit. Prends-le ou laisse-le, mais si tu le laisses, ne viens pas au dîner de famille en parlant de l'injustice de la vie quand tu feras face à la faillite. Papa s'est avancé. Eric, c'est cruel. Ton frère a fait une erreur. Non, ai-je dit. Vous avez fait une erreur. 28 ans d'erreur. Vous avez tout donné à Tyler, sauf la capacité d'échouer et d'apprendre de ses échecs. Je lui offre ce que vous ne lui avez jamais offert. Une chance de gagner quelque chose de réel. Je préférerais tout perdre plutôt que de travailler pour toi, a craché Tyler. D'accord, ai-je dit en rangeant le carnet de chèques. Ton choix. La pièce a éclaté. Maman a supplié. Papa a exigé. Tyler a ragé sur la loyauté familiale et la trahison.
Mais Frank, Marcus, Gloria et Catherine étaient avec moi. Un mur de personnes qui m'avaient vu me construire en silence. Finalement, alors que Tyler se dirigeait vers la porte, il s'est retourné avec un venin pur dans les yeux. « Tu penses que tu as gagné ? Attends la réunion de famille le mois prochain. Tout le monde saura quel genre de personne tu es vraiment. » Le petit frère amer que la jalousie a transformé en monstre. Après son départ, maman m'a regardé avec des yeux qui semblaient me voir pour la première fois en 28 ans. « Voudrais-tu vraiment laisser ton frère tout perdre ? » « Non, ai-je dit, mais je laisserai Tyler tout perdre. Il y a une différence entre votre fils et mon frère. Mon frère aurait célébré ma première propriété avec moi. Votre fils a essayé de me faire enquêter pour fraude parce qu'il ne pouvait pas croire que j'avais réussi sans qu'il le sache. » Papa s'est affaissé sur sa chaise, vieillissant de 10 ans en 10 secondes. « Nous t'avons vraiment abandonné, n'est-ce pas ? » « Non, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Vous avez juste réussi différemment de ce que vous aviez prévu. Vous m'avez appris à être invisible, ce qui m'a appris à tout voir. Vous m'avez appris que je ne valais pas la peine d'investir, ce qui m'a appris à investir en moi-même. Vous m'avez appris que la famille, c'était Tyler, ce qui m'a appris à construire ma propre famille avec des gens comme Marcus, Gloria et Frank. En atteignant la porte, Frank a appelé. « Eric, la réunion est dans 6 semaines. Tu devrais venir. » « Pourquoi ?» ai-je demandé. « Parce que Tyler va essayer de te détruire publiquement, et je pense qu'il est temps que toute la famille connaisse la vérité sur vous deux. » La réunion de la famille Carlson avait lieu chaque année dans la propriété de tante Catherine à Wayzata, une vaste propriété surplombant le lac Minnetonka. Catherine s'était bien mariée, avait mieux divorcé, et avait transformé son règlement en un empire hôtelier de charme. Sa réunion du 4 juillet était l'événement social du calendrier de notre famille élargie, où le succès se mesurait en vantardises subtiles et en mentions désinvoltes de vacances européennes. J'ai failli ne pas y aller. Les 6 semaines depuis l'intervention avaient été tendues, la situation d'appel de marge de Tyler étant mystérieusement résolue, le fonds de retraite de papa, j'ai appris plus tard, et mes parents tentant une réconciliation maladroite par des appels téléphoniques guindés et des visites inopinées sur mes propriétés. Mais Frank a insisté, et Marcus, toujours en convalescence mais plus vif que jamais, a dit que je devais arrêter de me cacher de la famille qui avait essayé de me cacher. Donc, me voilà, debout dans le grand salon de Catherine le 4 juillet, portant le seul costume que je possédais, regardant Tyler tenir la cour près de la cheminée. Il avait rebondi avec une vitesse remarquable, racontant des histoires sur un pivot de carrière stratégique vers la gestion de patrimoine pour les particuliers très fortunés. Nos cousins pendaient à ses lèvres, surtout lorsqu'il a mentionné son nouveau bureau dans la tour IDS, l'adresse la plus prestigieuse de la ville. La vue du 50e étage met vraiment les choses en perspective, disait Tyler, faisant un geste avec son verre de whisky. On peut voir toute la ville, tous les petits gens qui s'affairent, ne réalisant pas toutes les opportunités qu'il manque. Je suis resté dans la cuisine, aidant le personnel de Catherine à préparer les amuse-gueules. C'est là que j'avais toujours été lors de ces réunions. En arrière-plan. Utile mais inaperçu. La différence maintenant, c'est que j'ai choisi d'être là, trouvant des conversations plus sincères avec l'équipe de restauration que les parents discutant de leur voyage de ski à Aspen. Eric. La voix de ma cousine Jennifer a traversé mon anonymat paisible. Maman dit que tu réussis très bien dans l'immobilier. Tu devrais parler à Tyler. Il donne des conseils d'investissement à tout le monde. Les yeux de Tyler ont trouvé les miens à travers la pièce, vive de défi. Ouais, Eric, viens partager ton expertise. Je disais justement à tout le monde l'importance de tirer parti des relations familiales en affaires. J'ai posé le plateau que je portais et je me suis approché, sentant le poids familier des yeux qui ne m'avaient jamais vraiment vu auparavant. Les relations familiales sont précieuses, ai-je convenu, mais seulement si la famille se connecte réellement. Un rire mal à l'aise a parcouru le groupe. La mâchoire de Tyler s'est crispée. Eric est modeste, a dit Tyler, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Il est apparemment un grand magnate de l'immobilier maintenant, bien que personne ne semble savoir exactement comment il a réussi. Un travail acharné, ai-je dit simplement. Juste un travail acharné. Tyler a insisté. Allez. On est tous en famille ici. Quel est ton secret? Ton angle? Avant que je ne puisse répondre, Jem, 12 ans, le fils de notre cousin Michael, a pris la parole. Mon père dit qu'Eric est le seul qui a vraiment gagné son argent au lieu de se marier ou d'en hériter.
La pièce est devenue silencieuse. Michael est devenu rouge, marmonnant quelque chose sur les enfants qui disent des choses incroyables. C'est une perspective intéressante, a dit Tyler, sa voix dangereusement douce. Cependant, je pense que le jeune Jem ne comprend peut-être pas comment les affaires fonctionnent vraiment. Parfois, ce qui ressemble à un gain est en réalité juste le fait de profiter de situations ou de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Tyler a sorti son téléphone, balayant vers quelque chose qu'il avait clairement préparé. Juste que tes propriétés ont un schéma intéressant. Des vendeurs en difficulté, des propriétaires âgés, des gens dans des situations désespérées. Certains pourraient appeler ça prédateur. Certains pourraient appeler le fait de fournir une juste valeur marchande et d'empêcher les propriétés de tomber complètement en ruine un service, ai-je rétorqué. Juste valeur marchande, Harry Tyler. Tu as acheté la propriété Henderson pour 12 000 $. Elle en vaut 300 000 maintenant. Après avoir dépensé 150 000 et 2 ans à la rénover. Après avoir personnellement remplacé chaque tuyau, fil et planche. Après avoir transformé une maison de crack condamnée en logements abordables pour 3 familles. Mais tu ne connaîtrais pas ce genre de création de valeur, n'est-ce pas? La pièce se remplissait maintenant. Des parents attirés par l'attention comme des requins par le sang. Maman et papa sont entrés du jardin, leur visage enregistrant immédiatement l'alarme à la vue de Tyler et moi nous affrontant. Les garçons, a commencé maman. Mais Tyler l'a coupé. Vous savez quoi? Rendons ça intéressant. Il s'est dirigé vers la table basse de Catherine où se trouvait un portefeuille en cuir. Un que j'ai reconnu comme le mien parce que je l'avais laissé là en aidant dans la cuisine. Montrons à tout le monde exactement ce qu'Eric a fait. Il l'a ouvert avant que je ne puisse l'arrêter, révélant des documents de prêt pour ma dernière acquisition, un immeuble commercial au centre-ville. Les chiffres étaient significatifs, plusieurs millions, avec ma valeur nette clairement indiquée. 3,2 millions, a annoncé Tyler, sa voix portant à travers la pièce. C'est ce que vaut mon petit frère. Le même frère qui ne pouvait pas se payer le collège communautaire. Le même qui travaillait dans une épicerie. Des halètements ont parcouru la foule. Oncle Richard a sifflé. Tante Patricia a agrippé ses perles, littéralement. Alors, voici ma question, a poursuivi Tyler, arrivant à son apogée. Comment quelqu'un passe-t-il de rien à des millions en 5 ans sans aide, sans relation? Sans profiter des mêmes systèmes familiaux qu'il prétend rejeter. Tu veux savoir comment, ai-je demandé, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Nous le voulons tous, a dit Tyler, faisant un geste vers notre public captif. Très bien. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce. Mettez-vous à l'aise. Ça va prendre 1 minute. Je leur ai tout raconté. La conversation surprise sur la vente de mon héritage. Les 3 emplois. Dormir dans ma voiture. Les journées de 18 heures. Le choix entre Sandra et un tuyau éclaté. La crise cardiaque de Marcus. Chaque sacrifice. Chaque quart de 16 heures. Chaque repas sauté pour économiser de l'argent. Mais Tyler n'avait pas fini. Alors que je terminais, il a ri. Moche et sec. Belle histoire. Vraiment inspirante. Mais tu as omis la partie où tu as utilisé l'argent de la famille. Il a sorti un autre papier de mon portefeuille. Ce document de prêt d'il y a 2 ans, co-signé par F. Carlson. Oncle Frank. La pièce s'est tournée vers Frank, qui se tenait tranquillement près du bar, observant avec des yeux illisibles. Vous voyez, a dit triomphalement Tyler. Il a utilisé des relations familiales. Il est juste comme nous autres, acceptant des dons, utilisant le nom de la famille. La seule différence, c'est qu'il a menti à ce sujet. Ce n'était pas un don, a dit doucement Frank. Un co-signataire familial n'est pas un don, a ricané Tyler. Comment appelleriez-vous ça? Un investissement, a dit Frank. Un qu'Eric a remboursé en totalité avec intérêt en 6 mois, 4 ans avant l'échéance. Mais quand même, de l'aide familiale, a insisté Tyler. Tu veux parler d'aide familiale? Frank a posé son verre, son attitude calme se fissurant enfin. Parlons d'aide familiale, Tyler. Il a fouillé dans sa veste et en a sorti une clé USB, se dirigeant vers la télévision intelligente de Catherine avec détermination. Catherine, puis-je? Elle a hoché la tête, l'air intrigué.
Ce qui est apparu à l'écran a fait retenir son souffle à toute la pièce. C'était un tableur, méticuleusement détaillé, avec 2 colonnes, Tyler et Eric. J'ai suivi, a dit Frank, depuis 15 ans. Chaque dollar, chaque opportunité, chaque avantage. Les chiffres étaient stupéfiants. La colonne de Tyler montrait, école primaire privée, 40 000 $. Camp de sport d'élite, 60 000 $ au total. Frais de scolarité et de subsistance à l'université, 220 000 $. Voiture, 3 BMW, 130 000 $. Voyage de fin d'études en Europe, 23 000 $. Dépôt de garantie et aide au loyer, 48 000 $. Garde-robe professionnelle, 15 000 $. Frais de justice pour conduite en état d'ivresse, 20 000 $. Renflouement d'appel de marge, 50 000 $. Total, 606 000 $. La colonne d'Eric montrait, collège communautaire, autofinancé. 1 000 $ de cadeau d'anniversaire à 18 ans. Investissement familial total, 1 000 $. 600 fois plus, a dit Frank dans le silence stupéfait. Tyler a reçu 600 fois plus de soutien familial qu'Eric. Le visage de Tyler était passé du rouge au blanc. C'était des investissements dans mon potentiel. Ton potentiel. Frank a cliqué sur la diapositive suivante. Elle montrait l'historique d'emploi de Tyler avec des notes. Poste obtenu grâce à la connexion de Robert. Promotion après l'intervention du partenaire de golf de Robert. Salaire subventionné par un ami de la famille la première année. Chaque emploi que tu as eu est venu de relations familiales, a dit Frank. Chaque opportunité qui t'a été offerte. Eric, montre-leur ton historique d'emploi. J'ai sorti mon téléphone montrant mes registres de travail, manutentionnaire, employé de café, bricoleur, construction, gestion immobilière. Tous obtenus par des candidatures, des entretiens et des performances prouvées. Mais voici la partie la plus intéressante, a poursuivi Frank en cliquant à nouveau. L'écran montrait maintenant des images de sécurité de divers bâtiments, horodatés sur 5 ans. Moi, travaillant à 4 heures du matin. Moi, étudiant à la bibliothèque. Moi, apprenant au petit-fils de Marcus à poser du carrelage. Moi, livrant des courses à des locataires âgés. Moi, réparant la voiture d'une jeune mère sous la pluie, refusant tout paiement. C'est qui est Eric quand personne ne regarde, a dit Frank. Tyler, dois-je montrer qui tu es quand personne ne regarde? Tyler s'est jeté sur la télécommande, mais Frank s'est écarté, cliquant une fois de plus. L'écran s'est rempli des publications des réseaux sociaux de Tyler. Des brunchs au champagne pendant les heures de travail. Des voyages à Vegas étiquetés, développement des affaires. Une photo de lui brûlant littéralement un billet de 100 $ avec la légende, facile à gagner, facile à dépenser. Des captures d'écran de messages se vantant de faire un travail minimal pour un salaire maximal, d'utiliser les ressources de l'entreprise à des fins personnelles, de considérer ses collègues comme des tremplins. Arrête, a dit Tyler, sa voix se brisant. S'il te plaît, arrête. Mais Frank n'avait pas fini. Une dernière chose. La diapositive finale montrait 2 registres de charité. Celui de Tyler, 0 sur 10 ans. Celui d'Eric, 73 000 $ donnés à des anciens combattants sans abri, des refuges pour femmes et des programmes pour la jeunesse. Tous anonymes jusqu'à ce que l'enquête de Frank les découvre. La pièce a éclaté, non pas de colère ou de choc, mais de quelque chose de pire pour Tyler. Une reconnaissance déçue. Tout le monde s'en doutait à un certain niveau, mais le voir exposé si crûment était dévastateur. Tyler s'est tourné vers moi, le visage tordu de rage. Tu penses que tu es meilleur que moi? Tu penses que ton succès signifie quelque chose? Tu ne l'as pas mérité. Tu as eu de la chance. Tu as trouvé des gens désespérés et tu les as exploités. Tu n'es rien d'autre qu'un opportuniste qui a su profiter du marché au bon moment. Il a attrapé mon portefeuille, me le jetant. Des papiers ont volé partout. Des documents financiers, des contrats, des plans pour mon prochain développement. Vous voulez connaître la vérité sur votre précieux frère, a crié Tyler à la salle. C'est un moins que rien qui a eu de la chance. Il n'a rien mérité. Il a juste travaillé comme un drone sans cervelle jusqu'à ce que quelque chose marche. Pas de talent, pas d'intelligence, pas de compétences particulières, juste de la chance bête et de l'exploitation. Ça suffit, a dit oncle Frank. Mais Tyler n'avait pas fini.
Et vous savez quoi? Je suis content que maman et papa m'aient tout donné parce que je le méritais. J'étais digne d'investissement. Eric était juste là. Un bruit de fond, un enfant de secours au cas où quelque chose m'arriverait. La gifle est venue d'où nous l'attendions le moins. De maman. Elle se tenait là, les mains toujours levées, des larmes coulant sur son visage, regardant Tyler comme si elle le voyait pour la première fois. « Comment oses-tu » a-t-elle chuchoté. « Comment oses-tu parler de ton frère de cette façon? De mon fils de cette façon? » Maman, a commencé Tyler, mais elle s'est détournée de lui, se dirigeant vers l'endroit où je me tenais, entouré de mes papiers éparpillés. Elle s'est agenouillée, m'aidant à les ramasser, ses mains tremblantes. « Je suis désolée » a-t-elle dit, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Eric, je suis tellement désolée. Nous avons vu ce que nous voulions voir. Nous avons aimé celui qui était le plus facile à aimer, et nous avons manqué. Nous avons manqué tout ce qui comptait. » Papa l'a rejointe, silencieux, ramassant des papiers, ses épaules secouées par ce qui ressemblait à des décennies de reconnaissance refoulées. Tyler se tenait seul au centre de la pièce, abandonné même par ses admirateurs habituels. « Ce n'est pas fini, » m'a-t-il dit. « Tu penses que tu as gagné? Je te détruirai. Je trouverai chaque violation de code, chaque locataire mécontent, chaque erreur que tu as jamais faite. Je te ruinerai. » En fait, a dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. « Vous ne le ferez pas », tout le monde s'est tourné pour voir un homme en costume tenant une mallette et ayant l'air officiel. « Qui êtes-vous » a demandé Catherine. « James Patterson, de la Commission des valeurs mobilières. »« Monsieur Tyler Carlson, vous faites l'objet d'une enquête pour fraude sur les valeurs mobilières liées à vos activités chez Hammond Financial. Nous avons surveillé ce rassemblement dans le cadre de notre enquête et vos récentes admissions sur l'utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles sont notables. » Les jambes de Tyler ont flanché. Il s'est effondré sur une chaise. L'agent m'a regardé. M. Eric Carlson, nous pourrions avoir besoin de votre témoignage concernant votre décision de ne pas signaler vos découvertes initiales sur les activités de votre frère. Votre retenue en la matière témoigne de votre caractère. J'ai regardé Tyler, brisé et petit, tout lui ayant été enlevé. Je coopérerai de la manière nécessaire, ai-je dit. Mais Tyler, pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste être vu. L'arrivée de l'agent de la SEC avait brisé la réunion comme un marteau à travers une vitre. Mais oncle Frank a levé la main avant que le chaos ne puisse éclater complètement. « Officier Patterson, si vous pouviez nous accorder 10 minutes, » a dit Frank avec une autorité qui a surpris tout le monde. « Il y a des affaires de famille qui doivent être réglées avant que vous ne poursuiviez vos affaires. » L'agent a regardé sa montre, puis a hoché la tête. « 10 minutes, monsieur Carlson. » Il a regardé Tyler. « Ne quittez pas les lieux. » Tyler était assis, figé, son monde s'effondrant en temps réel. La famille élargie bourdonnait de chuchotements, mais Frank commandait la pièce avec une présence que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Tout le monde, asseyez-vous. Ce que je vais partager vous concerne tous. » Frank a sorti un épais dossier de sa mallette, des pages jaunies par le temps, et de nouveaux documents frais d'impression récente. « Depuis 42 ans, a commencé Frank, je suis l'historien officieux de la famille. Pas la généalogie ou les albums photos. Patricia s'en occupe. Je documente l'argent, chaque prêt, chaque cadeau, chaque investissement, chaque acte de favoritisme financier ou de négligence. » Il a ouvert le dossier, révélant des tableurs qui remontaient à des décennies. « Notre famille a une maladie, » a poursuivi Frank. « Nous choisissons des enfants en or et des enfants invisibles à chaque génération, et nous perpétuons des cycles qui détruisent les deux. » Il a sorti une photo de 1985. Elle montrait Frank et son frère, mon père, Robert, à leur remise de diplômes universitaires. Robert a eu une bourse complète de nos parents. J'ai travaillé la nuit dans une usine pour payer mes études à l'université d'État. Nos parents disaient que Robert avait plus de potentiel, était plus charismatique, porterait mieux le nom de la famille. Le visage de papa est devenu pâle. Frank, c'était différent. L'était-ce? Frank a sorti une autre feuille. Robert a reçu 300 000 $ de nos parents au cours de sa vie. J'ai reçu 12 000 $, et ce n'était que parce que maman me l'a offert par culpabilité quand j'avais 40 ans. Il s'est tourné vers la pièce. Mais voici la partie intéressante. Robert,
dis à tout le monde ta valeur nette actuelle. Papa a balbutié. C'est privé. C'est moins $200 000, n'est-ce pas? Entre les prêts pour Tyler, la deuxième hypothèque, les cartes de crédit. Des halètements ont parcouru la pièce. Et ma valeur nette, a poursuivi Frank, est de $18 millions. Parce que quand on ne reçoit rien, on apprend à construire quelque chose. Quand on reçoit tout, on apprend à tout attendre. Il a sorti d'autres papiers. Mais ce schéma n'a pas commencé avec nous. Notre père, votre grand-père, était aussi le fils invisible. Son frère Harold a eu l'entreprise familiale, la maison, les relations. Mais Harold est mort fauché, et grand-père a bâti un petit empire à partir de rien, pour répéter la même erreur avec ses propres fils. Tante Catherine s'est levée. Frank, qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça? Frank a dit, regarde autour de toi, Jennifer. Ta fille Madison a tout, tandis que ton fils Thomas se fait dire de se débrouiller. Michael, tu fais la même chose avec tes garçons. Et Robert ici l'a perfectionné avec Tyler et Eric. Il s'est retourné vers Tyler et moi. Mais cette génération a quelque chose de différent. Des preuves, de la documentation, la capacité de voir clairement le schéma. Frank a cliqué sur une autre diapositive sur la télévision de Catherine. C'était un document de fiducie. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé à regarder Eric construire son empire à partir de rien, j'ai commencé à liquider discrètement mes actifs. J'ai créé une fiducie familiale, mais pas du genre que vous pensez. Cette fiducie a des règles spécifiques. Elle n'investit que dans les membres de la famille qui ont été désignés comme enfants invisibles et seulement après qu'ils se soient prouvés sans aide. Le nombre à l'écran était stupéfiant. $10 millions. Eric allait être mon premier bénéficiaire, a dit Frank. Mais il n'en a jamais eu besoin. Il a remboursé mon prêt en avance, a refusé d'autres investissements, a tout construit lui-même. Alors la fiducie a continué de croître, en attendant. Il a regardé autour de la pièce. Thomas, le fils de Jennifer, tu as travaillé 2 emplois tout en regardant ta sœur recevoir une Mercedes pour ses 16 ans. Tu es dedans. Le plus jeune fils de Michael, Sam, négligé parce que tu es silencieux pendant que ton frère joue au football. Tu es dedans. Chaque enfant invisible de cette famille qui veut construire quelque chose de réel, vous êtes dedans. Mais alors l'expression de Frank s'est assombrie. Cependant, cette fiducie a des conditions. Pour y accéder, les enfants en or doivent reconnaître publiquement et formellement l'avantage qu'ils ont reçu. Ils doivent travailler pendant 1 an à un poste de débutant dans l'une des entreprises des enfants invisibles, et ils doivent contribuer 20% de leurs revenus pendant 5 ans pour soutenir d'autres membres de la famille négligée. Tyler a ri amèrement. Vous ne pouvez pas nous forcer. Je ne force personne, a dit Frank. Mais voici ce que je fais. Il a sorti un autre document. J'ai racheté les billets de tous les prêts que Robert et Janet ont contractés pour toi, Tyler. Chaque carte de crédit qu'ils ont plafonnée, chaque deuxième hypothèque, chaque prêt sur fonds de retraite. Valeur totale, $480 000. Maman a halté. Frank, comment as-tu? Je suis un partenaire silencieux dans 3 banques, a dit simplement Frank. Je vous protège de la faillite depuis 2 ans sans que vous le sachiez. Mais cette protection prend fin aujourd'hui, à moins que Tyler n'accepte mes conditions. C'est de l'extorsion, a crié Tyler. Non, a dit Frank. Ce sont des conséquences. Eric aurait pu te détruire il y a des mois quand il a découvert tes problèmes avec la SEC. Il ne l'a pas fait. J'aurais pu laisser tes parents perdre leur maison. Je ne l'ai pas fait. Mais la protection sans reconnaissance permet d'autres préjudices. Frank s'est tourné vers moi. Eric, j'ai besoin que tu leur parles du 20 décembre de l'année dernière. Je me suis figé. Comment sais-tu ça? Dis-leur, a insisté Frank. J'ai regardé Tyler, puis nos parents. Tyler est venu me voir en décembre. Il avait perdu énormément sur un appel de marge. Pas celui que vous connaissez. Un autre. $300 000. Il allait être poursuivi pour détournement de fonds s'il ne pouvait pas le couvrir. Tu ne nous l'as jamais dit, a dit maman à Tyler. Eric l'a payé, a dit Tyler, la voix brisée. Il l'a tout payé. Il m'a fait signer une confession qu'il garde dans un coffre-fort, mais il a payé. La pièce a éclaté, tout le monde parlant en même temps, demandant pourquoi je l'avais aidé après tout.
Parce que, ai-je dit doucement, et la pièce s'est tue, il est toujours mon frère. Et je savais ce qui se passerait s'il était poursuivi. Maman et papa se ruineraient pour le sauver. Ils perdraient leur maison, leur retraite, tout. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Tu nous as sauvés, a demandé papa, des larmes coulant maintenant sur son visage. Je les ai sauvés, ai-je corrigé en regardant Tyler. Tu n'étais que le prix d'entrée. Frank a sorti son dernier document. C'est pourquoi Eric mérite tout ce qu'il a construit. Non pas parce que c'est un bon homme d'affaires, bien qu'il le soit. Non pas parce qu'il travaille dur, bien qu'il le fasse, mais parce qu'il comprend que le succès sans élever les autres n'est qu'un échec élaboré. Il a de nouveau montré des images de sécurité, mais pas de moi travaillant. Celles-ci provenaient de mes propriétés, des locataires organisant des fêtes de quartier, des enfants jouant dans des cours sûrs. L'ancien combattant à qui j'avais donné un loyer gratuit apprenant aux enfants du quartier l'entretien des voitures. La mère célibataire que j'avais embauchée comme gestionnaire immobilier dirigeant maintenant sa propre société de gestion avec mon soutien. Eric a construit plus que de la richesse, a dit Frank. Il a construit une communauté. Il a brisé le cycle. Puis Frank a révélé quelque chose qui m'a même stupéfié. Eric, savais-tu que 40% de tes locataires sont ce que nous appelons des enfants invisibles? Des gens négligés, sous-estimés, à qui on a dit qu'ils ne valaient pas l'investissement. Tu as inconsciemment créé des opportunités pour des gens comme toi. Tyler s'est levé soudainement. Assez. Assez de cette narrative de Saint Eric. Vous voulez la vérité? Très bien. Il s'est tourné vers moi. Je te déteste depuis le jour de ta naissance. Non pas parce que tu étais une compétition, mais parce que tu ne l'étais pas. Tu étais juste là, existant, ne demandant rien, n'étant rien. Sais-tu à quel point c'est épuisant d'être tout? De porter toutes les attentes, tous les espoirs, tous les rêves de nos parents. Sa voix s'est brisée. Tu as pu échouer en privé. J'ai dû réussir en public. Tu as pu construire lentement. J'ai dû réussir immédiatement. Tu as pu être humain. J'ai dû être parfait. Et quand je n'étais pas parfait, je devais être parfaitement caché. Il a sorti son téléphone, montrant son relevé bancaire. Vous voulez savoir où tout cet argent est allé? Thérapie, anxiolytique, cocaïne pour continuer à performer, cure de désintoxication que j'ai cachée à tout le monde, gestion d'image, réparation de réputation. Le coup d'être l'enfant en or dans lequel vous avez tous investi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Tyler clairement. Non pas le frère privilégié, mais le fils sous pression. Non pas l'enfant favori, mais le singe savant. L'argent n'était pas un cadeau, a dit Tyler à nos parents. C'était une laisse. Chaque dollar venait avec une attente. Chaque opportunité venait avec une obligation. Eric, tu penses que tu étais invisible? J'étais un hologramme. Une projection de ce que tout le monde avait besoin que je sois. Maman s'est complètement effondrée. Nous avons fait ça. Robert, nous avons fait ça à eux deux. Papa a vieilli d'une décennie en quelques secondes. Nous avons transformé nos fils en opposés alors qu'ils auraient dû être des alliés. Tyler m'a regardé. Cette nuit de décembre où tu as payé ma dette, tu aurais pu me posséder, me faire ramper. Au lieu de ça, tu as dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu as dit, ce n'est pas de la charité, Tyler. C'est moi qui achète ta liberté de ne plus avoir à être parfait. Maintenant, tu peux choisir qui être. Je ne l'ai pas compris alors. Le comprends-tu maintenant? Ai-je demandé. Tyler a hoché la tête lentement. La fiducie que Frank offre, le poste de débutant, l'exigence de contribution. Ce n'est pas une punition. C'est une permission. La permission d'échouer, d'apprendre, d'être autre chose que ce qui a été assigné. Frank s'est avancé. Alors, qu'est-ce que ce sera, Tyler? Tyler a regardé l'agent de la SEC, puis notre famille, puis moi. Monsieur Patterson, je coopérerai pleinement avec votre enquête. J'accepterai toutes les conséquences. Puis à moi, Eric, si ton offre tient toujours, j'aimerais apprendre ce que signifie vraiment gagner quelque chose. L'offre tient, ai-je dit, mais pas comme mon frère obtenant une faveur. Comme Tyler Carlson, nouvelle recrue, apprenant le métier. Oncle Frank a sorti un autre document. Il y a encore une chose. Catherine. Cela vous concerne aussi.
Catherine a eu l'air surprise. Moi. Votre petit-fils Jem avait raison. La plupart de la richesse de cette famille est venue du mariage ou de l'héritage, mais pas la vôtre. Catherine, vous avez bâti votre empire hôtelier à partir de rien après votre divorce. Vous êtes l'histoire de réussite invisible, négligée parce que vous l'avez fait discrètement, sans fanfare. Les yeux de Catherine se sont remplis de larmes. Richard m'a laissé avec rien d'autre que des dettes et 2 enfants. Tout le monde a dit que je devrais me remarier pour la sécurité. Au lieu de ça, vous avez bâti un empire de 30 millions de dollars, a dit Frank. Eric, vous et Catherine êtes les 2 seuls dans cette famille à avoir créé plutôt que consommé de la richesse. Frank a fait sa dernière révélation. Donc, à compter d'aujourd'hui, Catherine et moi sommes partenaires égaux dans la fiducie familiale. Ensemble avec Eric comme conseiller, nous identifierons chaque enfant invisible, chaque talent négligé, chaque potentiel réprimé dans cette famille et nous investirons en eux correctement. Il a regardé tout le monde. L'âge des enfants en or est terminé. L'âge du succès mérité commence maintenant. L'agent de la SEC s'est avancé. Monsieur Tyler Carlson, nous devons y aller. Tyler s'est levé, puis s'est tourné vers moi une dernière fois. Eric, ce coffre-fort avec ma confession. Je le garderai, ai-je dit, non pas comme un levier, mais comme un rappel que même au pire de toi, tu valais la peine d'être sauvé. C'est ça, la vraie signification de la famille. Alors que Tyler partait avec l'agent, notre famille était assise dans un silence stupéfait, traitant l'inversion complète de tout ce que nous avions cru sur le succès, la famille et les uns les autres. La pièce est restée figée après le départ de Tyler avec l'agent de la SEC. 43 membres de la famille assis dans le grand salon de Catherine comme des survivants d'un tremblement de terre, ne sachant pas si le sol avait cessé de trembler. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que le jeune Jem, le diseur de vérité de 12 ans qui avait tout déclenché, prenne la parole. Alors Tyler se fait arrêter et Eric devient le nouveau fils préféré? Non, ai-je dit, me tenant là où Tyler était quelques instants auparavant. Personne ne devient le préféré. C'est tout le but. Frank a hoché la tête avec approbation. Eric a raison. La solution n'est pas d'inverser la hiérarchie, c'est de l'aplatir. Au cours de l'heure suivante, quelque chose d'inédit s'est produit dans la famille Carlson. Les gens ont commencé à parler, vraiment parler, des enfants invisibles dans leur propre foyer. Jennifer a admis qu'elle avait recréé sa propre enfance, prodiguant de l'attention à Madison parce qu'elle lui rappelait elle-même, tout en ignorant Thomas parce qu'il était silencieux comme l'avait été oncle Frank. Michael a avoué qu'il ne savait pas comment communiquer avec Sam, qui préférait les livres au sport, alors il a simplement arrêté d'essayer. Je ne sais même pas ce que Sam veut étudier à l'université, a admis Michael. Je connais toutes les statistiques de la carrière de football de David, mais je ne connais pas les rêves de mon autre fils. Sam, 16 ans et habituellement silencieux lors de ses réunions, a pris la parole. Ingénierie informatique. Je veux concevoir des systèmes durables pour les pays en développement, mais papa pense que ce n'est pas assez ambitieux. Les aveux ont continué de couler, génération après génération, reconnaissant des schémas auxquels ils avaient été aveugles. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est lorsque papa s'est levé, se dirigeant vers l'endroit où maman était assise en pleurant. Janet et moi devons dire quelque chose, a commencé papa, la voix tremblante. Nous avons passé les 6 dernières semaines depuis l'intervention à essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment nous avons créé une telle inégalité entre nos fils. La vérité, c'est que nous avons vu ce que nous voulions voir. Maman a essuyé ses yeux, se tenant à côté de lui. Tyler était facile à aimer parce qu'il exigeait de l'amour. Il était bruyant, présent, dans le besoin de manière qui nous faisait nous sentir importants. Eric était autonome, silencieux, capable. Nous avons confondu son indépendance avec un manque de besoin. Alors qu'en réalité, nous l'avons entraîné à ne rien attendre. Chaque fois qu'Eric réussissait quelque chose par lui-même, nous le voyions comme la preuve qu'il n'avait pas besoin d'aide, a poursuivi papa. Chaque fois que Tyler échouait, nous le voyions comme la preuve qu'il avait besoin de plus de soutien. Nous avons créé un cercle vicieux où le succès était puni par la négligence et l'échec récompensé par des ressources. Ils se sont tournés vers moi ensemble. Eric, nous ne pouvons pas effacer 28 ans d'aveuglement, mais nous pouvons te voir maintenant, si tu nous le permets. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré. C'était Tyler qui envoyait un SMS depuis le bureau du FBI. Il m'offre un accord. Coopération totale contre amende financière. 2 ans de probation.
Pas de prison, mais je perdrai mes licences. Je ne pourrai plus jamais travailler dans la finance. Recommencer à zéro à 31 ans. Effrayé, mais aussi soulagé. Ton offre d'emploi est-elle toujours valable? J'ai montré le SMS à tout le monde. Il demande s'il peut travailler pour moi. Qu'en pensez-vous tous? Il ne le mérite pas, a dit Jennifer. Personne ne mérite rien, a interrompu Frank. C'est ça le truc. On gagne ou on ne gagne pas. Catherine, qui était restée silencieuse, a finalement parlé. J'ai embauché une fois la maîtresse de mon ex-mari. Tout le monde a dit que j'étais folle. Mais je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Les gens qui ont tout perdu et qui doivent se reconstruire. Ils font les meilleurs employés. Ils sont humbles, reconnaissants et désespérés de prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Tyler pourrait nous surprendre. Ou il pourrait échouer de manière spectaculaire, a ajouté Michael. Alors il échoue, ai-je dit. Mais il échoue en essayant, pas en s'attendant. C'est ça la différence. Le téléphone de maman a sonné. C'était Tyler qui appelait d'un téléphone emprunté. Elle l'a mis sur haut-parleur. Maman, papa, tout le monde, je sais que vous m'entendez. Je voulais juste dire que je suis désolé. Pas le genre de désolé qui attend le pardon, mais le genre qui reconnaît le mal. J'ai passé 31 ans à croire que j'étais spécial parce que vous me l'aviez dit. Maintenant, je dois apprendre qui je suis sans ce mensonge. Tyler, ai-je dit, le travail commence lundi, 4 heures du matin. Apporte des bottes de travail. 4 heures du matin. Sa voix a craqué. C'est là que le vrai travail commence, a dit Marcus, assez fort pour que Tyler l'entende. Eric le fait depuis 10 ans. Tu peux le gérer pendant 1 an. Après que Tyler ait raccroché, Frank a distribué des dossiers à tous les enfants invisibles présents. À l'intérieur se trouvaient des demandes pour la première ronde d'investissement de la fiducie familiale, mais les exigences étaient strictes. Un plan d'affaires, une preuve de concept, des preuves d'investissement personnel, et un engagement à employer ou à encadrer d'autres membres de la famille négligés. Ce n'est pas de l'argent gratuit, a souligné Frank. C'est du carburant pour ceux qui sont déjà en mouvement. Alors que le soleil se couchait sur le lac Minnetonka, la réunion s'est transformée en quelque chose d'inédit, une séance de planification. Thomas et Sam se sont regroupés, discutant d'une coentreprise. Des cousins négligés ont échangé leurs numéros, planifiant des efforts de collaboration. Même certains des enfants en or, humiliés par les révélations de la journée, ont demandé comment ils pouvaient contribuer au-delà des exigences obligatoires. Je me suis retrouvé au bord du lac avec Marcus, Gloria et Frank, regardant la famille se reconfigurer en temps réel. C'est toi qui as fait ça, a dit Gloria en me serrant l'épaule. Ton succès a rendu impossible d'ignorer le schéma. C'est Tyler qui a fait ça, ai-je corrigé. Son explosion a forcé la confrontation. J'ai juste construit tranquillement. Les deux étaient nécessaires, a dit Frank. L'enfant invisible qui réussit et l'enfant en or qui échoue. Ensemble, vous avez brisé le schéma. 6 mois ont passé. Tyler a rempli ses obligations légales, acceptant un accord qui comprenait 18 mois de travaux d'intérêt général ainsi que l'approbation. Mais plus important encore, il s'est présenté tous les matins à 4 heures, prêt à travailler. Le premier mois a été brutal. Tyler a vomi d'épuisement, a pleuré de frustration, a démissionné 17 fois pour revenir le lendemain matin. Mais lentement, des callosités se sont formées sur ses mains, et de l'humilité s'est formée dans son caractère. Il a appris à trouver de la satisfaction dans un carreau parfaitement posé, une fenêtre correctement scellée, le sourire reconnaissant d'un locataire. Je n'ai jamais su, a-t-il dit un matin alors que nous installions des armoires de cuisine dans une nouvelle unité. Je n'ai jamais su que le travail pouvait ressembler à ça, comme construire quelque chose de réel. La plupart des gens n'apprennent jamais, ai-je répondu. Tu as de la chance d'avoir eu cette chance. Nos parents sont allés en thérapie, individuellement et ensemble. Papa a vendu son adhésion au club de golf pour la payer, disant que comprendre ses fils valait plus que n'importe quelle connexion d'affaires. Maman a commencé à faire du bénévolat dans un refuge, servant des gens qui lui rappelaient que l'invisibilité n'est pas seulement une question de dynamique familiale, mais aussi de dynamique sociale. La première ronde d'investissement de la fiducie familiale a financé cette entreprise, toute dirigée par des enfants auparavant invisibles qui employaient 16 membres de la famille entre eux. Thomas a lancé une entreprise d'emballage durable.
Sam a développé une application pour connecter les étudiants négligés avec des mentors. Même Jem, encore trop jeune pour recevoir un financement, a lancé une entreprise d'entretien de pelouse avec du matériel fourni par la fiducie, employant des enfants du quartier dont les parents ne pouvaient pas se permettre des camps d'été. Mais le plus grand changement s'est produit dans la génération suivante. Les enfants de notre famille ont grandi en voyant un nouveau modèle. Le succès par l'effort, la richesse par la création, la famille par le soutien mutuel plutôt que par la faveur sélective. À la réunion suivante du 4 juillet, exactement un an plus tard, Tyler s'est tenu devant la famille, non pas en costume coûteux, mais en vêtements de travail qu'il avait mérité. Il y a un an, j'ai accusé Eric de ne pas avoir mérité son succès, a commencé Tyler. J'avais tort. C'est moi qui n'avais jamais rien mérité. Chaque dollar, chaque opportunité, chaque seconde chance m'a été donnée, pas méritée. Cette année, en travaillant pour Eric, j'ai gagné $17 de l'heure. Après impôts, environ $25 000 au total. C'est moins que ce que je dépensais en vêtements, mais c'est le premier argent honnête que j'ai jamais gagné. Il a sorti un chèque. Eric, c'est mon premier investissement dans quelqu'un d'autre. Tommy Martinez, l'un des enfants de tes locataires, veut lancer une entreprise de déménagement. Il a 19 ans. Il me rappelle toi. Négliger mes observateurs. J'aimerais être son premier investisseur. Le montant était faible, $5 000. Mais il représentait quelque chose d'énorme. Un enfant en or investissant dans un enfant invisible. Non par obligation, mais par reconnaissance. Ce soir-là, alors que les feux d'artifice explosaient au-dessus du lac Minnetonka, je me tenais avec ma famille. Entière pour la première fois. Pas parfaite, mais présente. Pas égale, mais équitable. Tyler se tenait d'un côté, nos parents de l'autre, Frank et Catherine à proximité, Marcus et Gloria faisant partie du cercle. Tu sais ce qui est drôle, a dit Tyler, regardant le ciel s'illuminer. J'ai passé 31 ans à être la star de la famille, mais j'étais misérable. Une année en tant que personne sans importance, et je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. Tu n'es pas personne, ai-je dit. Tu es Tyler. C'est suffisant. Maman a tendu la main vers nos deux mains. Mes garçons, tous les deux. Enfin. La vérité qu'oncle Frank avait révélée n'avait pas seulement exposé le dysfonctionnement de notre famille. Elle avait éclairé un chemin à suivre. Chaque famille a des enfants invisibles et des enfants en or, des talents négligés et des médiocrités surindulgées. Mais la reconnaissance peut venir, le changement peut se produire, les schémas peuvent se briser. J'ai pensé à tous les enfants invisibles dans les familles à travers l'Amérique, travaillant dans l'ombre pendant que leurs frères et sœurs brillent sous des projecteurs qu'ils n'ont pas mérités. Certains construiraient des empires à partir de rien comme je l'ai fait. D'autres lutteraient et échoueraient, mais peut-être que s'ils entendaient cette histoire, ils sauraient qu'ils n'étaient pas seuls. Que le fait d'être invisible ne signifie pas être indigne. Que parfois le plus grand succès vient de la plus profonde négligence, car elle vous apprend à cultiver des ressources en vous-même que personne ne peut vous enlever. Mon nom est Eric Carlson. J'étais le fils invisible qui est devenu indéniable. Tyler était l'enfant en or qui a appris à être humain. Ensemble, nous avons brisé une malédiction générationnelle et construit quelque chose de mieux. Non pas par la vengeance ou le ressentiment, mais par la chose la plus difficile de toutes, le pardon associé à la responsabilité. Le succès associé au service. La reconnaissance équilibrée par la responsabilité. La fiducie familiale Carlson s'est maintenant étendue au-delà de notre lignée, investissant dans des enfants invisibles à travers Minneapolis. Chaque mois, nous recevons des demandes de frères et sœurs négligés, d'employés sous-estimés, de talents invisibles prêts à construire quelque chose à partir de rien. Nous les finançons non pas avec des dons, mais avec des coups de main, exigeant qu'ils élèvent les autres en grimpant. Tyler dirige le programme de mentorat, apprenant aux anciens enfants en or comment travailler avec leurs mains et aux enfants invisibles comment travailler la tête haute. Il est doué pour ça, ayant vécu les deux côtés de la fracture. Son Instagram, autrefois plein de champagne et de privilèges, montre maintenant des photos de rénovation avant et après, des célébrations d'équipe pour des projets terminés, et des citations sur le fait de mériter sa valeur plutôt que de la supposer. Notre histoire s'est répandue dans la communauté des affaires de Minneapolis, déclenchant ce que le Star Tribune a appelé la « Révolution invisible », un mouvement de frères et sœurs et d'employés négligés lançant leurs propres entreprises, se soutenant mutuellement, construisant de la richesse par la création plutôt que par la consommation.
Mais le changement le plus important s'est produit dans les familles individuelles. Les parents ont commencé à voir tous leurs enfants, pas seulement les bruyants. Les frères et sœurs qui réussissent ont commencé à partager les opportunités plutôt que de les accumuler. Les enfants en or ont appris que le privilège sans but n'est qu'un vide coûteux. Debout ici maintenant, dans l'une de mes propriétés converties en logements abordables pour jeunes entrepreneurs, regardant Tyler enseigner un atelier sur les bases de la construction à des jeunes de milieux négligés, j'ai réalisé que la révélation douloureuse de notre famille est devenue notre plus grand cadeau. Nous avons appris que la vraie richesse n'est pas ce que l'on vous donne, mais ce que vous construisez. Non pas ce que vous héritez, mais ce que vous créez. Non pas qui vous remarque, mais qui vous élevez en montant. L'enfant en or est l'invisible. Nous étions tous les deux piégés dans des rôles qui nous limitaient. Tyler ne pouvait pas échouer. Je ne pouvais pas réussir. Les deux des prisons, juste avec des barreaux différents. Se libérer a nécessité que nous brisions tous les deux le mythe familial selon lequel la valeur était attribuée plutôt que méritée. Que l'amour était limité plutôt qu'illimité. Que le succès de l'un signifiait l'échec de l'autre. Chaque famille a un Tyler et un Eric. La question est, les reconnaîtrez-vous avant qu'il ne soit trop tard? Briserez-vous le schéma avant qu'il ne brise les enfants? Mesurez-vous la valeur par la contribution plutôt que par le charisme? Ce sont les questions que notre histoire pose. Les réponses déterminent si la prochaine génération hérite du dysfonctionnement ou reçoit la liberté. Si les enfants invisibles restent des ombres ou deviennent des lumières. Si les enfants en or restent performatifs ou deviennent authentiques. Quel schéma briserez-vous aujourd'hui? Quel enfant invisible verrez-vous? Quel enfant en or libérerez-vous du poids des attentes non méritées? Le choix vous appartient. Le moment est venu. Le schéma se termine avec la reconnaissance, et la reconnaissance commence avec vous. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez été l'enfant invisible construisant dans l'ombre ou l'enfant en or piégé dans les attentes, je veux vous entendre. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Étiez-vous celui qui a été négligé et qui a réussi malgré tout, ou celui qui a été favorisé et qui a lutté sous la pression? Comment avez-vous brisé le schéma de votre famille ou comment vous battez-vous encore pour vous en libérer? Veuillez cliquer sur le bouton j'aime si cette histoire a parlé à votre expérience. Abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur de vraies personnes surmontant la dynamique familiale, construisant le succès à partir de rien et brisant les schémas générationnels. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, qu'il soit l'enfant invisible qui a besoin d'espoir ou l'enfant en or qui a besoin de la permission d'être humain, partagez cette histoire avec lui. Merci d'avoir écouté mon parcours de l'invisible à l'indéniable. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par qui vous voit, mais par ce que vous construisez quand personne ne regarde. Continuez à construire, continuez à grandir, et ne laissez jamais l'aveuglement de quelqu'un déterminer votre éclat. Jusqu'à la prochaine fois, c'est Eric qui vous rappelle que parfois le plus grand cadeau qu'une famille puisse vous faire est d'oublier que vous existez. Parce que cela vous apprend à exister si brillamment que l'oubli devient impossible.